Alors, je remercie déjà Rebecca Chandland de m'avoir invitée au cycle de conférences Feel Good qui œuvre pour la promotion de la santé mentale. Rebecca m'a proposé donc de venir vous présenter l'ouvrage collectif L'Alliance thérapeutique en 66 notions. Parce qu'effectivement, on va parler de liens thérapeutiques et je pense que c'est un sujet qui compte pour vous. Alors cet ouvrage, il est né suite au souhait de faire découvrir aux chercheurs, aux cliniciens et aux patients le modèle d'alliance thérapeutique dans sa dimension théorique et dans ses applications thérapeutiques. En effet, donc depuis ma formation universitaire, je suis témoin d'un débat passionnel et clivant par rapport à l'efficacité de telle approche par rapport à une autre, empêchant les modèles anglo-saxons et francophones pertinents de pénétrer la recherche française. Un processus commun fonde pourtant l'essence... Un processus commun fonde l'essence même... Alors, j'arrive pas à accéder... c'est pas grave. J'ai un petit souci. J'arrive pas à... Ma souris se déplace pas. Un processus commun fonde l'essence même de toutes les psychothérapies, la relation intersubjective et l'instauration d'une alliance thérapeutique de qualité qui est reconnue pour être un vecteur d'efficacité des psychothérapies. Donc cet ouvrage, il est constitué de deux parties. On a une première partie qui est plus conceptuelle, qui vise à présenter l'historicité du concept et à définir l'alliance thérapeutique. Et on a une seconde partie qui vise à présenter les applications thérapeutiques, donc selon les spécificités des patients, selon les contextes de soins ou les psychothérapies, puisque la qualité de l'alliance et la façon dont le thérapeute rentrera en relation avec son patient va différer selon ces contextes-là. Des spécialistes du domaine, donc de l'école des psychopraticiens, de l'Université de Lorraine, de l'Université de Lausanne, de l'Université du Québec à Montréal, ont accepté de participer à cette aventure et ont collaboré dans cet ouvrage. Alors la psychothérapie, posons un peu le décor. Si on cherche à définir la psychothérapie, on s'aperçoit qu'il existe environ 500 psychothérapies. Chacune va revendiquer une conception spécifique du fonctionnement psychique dont découle une théorie du changement et de la guérison ainsi que des modalités de traitement qui lui sont propres. Dans ce contexte, il est difficile de s'y retrouver et de savoir quelle thérapie proposer aux patients pour conduire à la guérison. On a deux modèles de psychothérapie qui s'affrontent. On a le modèle médical. Ce modèle, il est fondé sur les traitements et il s'appuie sur le postulat que chaque trouble a une cause et que la thérapie consiste en l'administration d'une technique spécifique pour soigner son patient. Le thérapeute, dans ce modèle, va se fonder sur une orientation théorique et une théorie du changement pour expliquer l'origine et prescrire des actions thérapeutiques spécifiques. Ce modèle se trouve cependant fréquemment mis en échec puisque les patients ne répondent pas toujours au traitement, les patients n'ont pas toujours le symptôme qui correspond à la théorie. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, on a un second modèle qui nous paraît, nous, beaucoup plus pertinent. C'est le modèle contextuel de Wanpold. Il s'agit d'un métamodèle qui n'est pas une alternative aux psychothérapies existantes, mais un modèle qui s'intéresse à comment les psychothérapies conduisent à l'évolution du thérapeutique du patient. Et dans ce modèle, en fait, Wanpold dit que finalement, les diverses orientations psychothérapeutiques, donc TCC, psychanalyse, etc., sont équivalentes concernant leur efficacité en raison de la présence d'un contexte commun. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contexte commun? On va le voir ici. En fait, le thérapeute, il va développer une relation de confiance avec son patient, en fait, de confiance, d'écoute, de compréhension et d'expertise. La création de ce premier lien de confiance, il est fondamental. Pourquoi? Parce que le patient va devoir s'engager dans une psychothérapie qui nécessite de diriger son attention vers les parties les plus profondes de son monde intérieur, vers ses souffrances morales, des situations parfois traumatiques jamais révélées jusqu'alors. Ensuite, le thérapeute, il emprunte la seconde voie et il va susciter, en fait, c'est la voie...
c'est la seconde voie qu'on voit ici. Il va susciter en fait des attentes de guérison chez le patient par l'explication du trouble et la proposition d'un traitement qui lui semble plus approprié. En fait, les patients, quand ils arrivent au cabinet, ils sont souvent déjà dans le désespoir et dans une souffrance morale forte. Ils ont souvent une compréhension erronée de leurs troubles. Ils ont des confusions sur leur ressenti émotionnel, ils mélangent affect et cognition. Ils ont parfois des hypothèses erronées sur le diagnostic. Et donc, le thérapeute va, avec son patient, l'accompagner pour réaliser ce qu'on appelle une psychoéducation sur le trouble et redonner au patient l'espoir que la psychothérapie va pouvoir conduire à une amélioration et à son rétablissement. Voilà. Et les patients, ils vont s'engager dans ce modèle, dans les techniques proposées, et ils vont percevoir que ce sont leurs propres efforts qui conduisent à l'évolution thérapeutique. Ça aussi, c'est fondamental. On n'a pas un patient passif, mais on a vraiment un patient qui est actif dans la psychothérapie. Et enfin, le thérapeute, il utilise la troisième voie. Et il va tisser avec son patient l'alliance de travail. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc, il va collaborer avec son patient pour se mettre d'accord sur les objectifs et les buts de la thérapie. Et puis, dans ce modèle, on observe une évolution symptomatique et aussi une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que dans le modèle de One-Paul, on ne s'intéresse pas qu'à la réduction des symptômes, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie. Ce qui est très important dans certaines études. On s'intéresse parfois juste, par exemple, au niveau de la dépression, et on ne s'intéresse pas à d'autres facteurs pourtant essentiels comme la qualité subjective de bien-être. Alors, pourquoi donc, il a fallu évaluer les psychothérapies en fait, face à un taux élevé d'échec et d'abandon. On a entre 20 et 50% des patients qui abandonnent en cours de traitement ou qui ne rapportent pas de changement significatif, toutes thérapies confondues. 5 à 15% des patients vivent des expériences de détérioration et de plus en plus de patients se tournent vers d'autres professionnels, guérisseurs, psychopraticiens, pour essayer de parvenir à l'évolution thérapeutique. Ces chiffres invitent les chercheurs à se questionner sur les facteurs qui conduisent à l'efficacité des psychothérapies. Donc, on a eu une évolution de la recherche. On a eu une première phase de légitimation et on a voulu savoir si la thérapie était efficace. Et oui, les études ont validé le fait que l'efficacité des psychothérapies conduise à l'évolution favorable du patient. On est ensuite entré dans une seconde phase de compétition où on a cherché à savoir s'il y avait une thérapie plus efficace qu'une autre. Et les études ont conclu à une absence de différence qui a été nommée le Dodo-Bird Verdict. Cette expression est empruntée à la légende de Alice au pays des merveilles, où Lewis Carroll énonce « Everyone has won and all must have prizes ». Tout le monde est gagné et tout le monde mérite un prix. Cette perspective est la plus pertinente et coexiste aujourd'hui avec... Ensuite, on a eu la phase de prescription où on a voulu savoir quelle forme de thérapie est la plus recommandée selon la symptomatologie du patient. Et c'est cette phase aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une phobie. Est-ce qu'il n'est pas plus pertinent d'aller faire une exposition dans le modèle de TCC plutôt que de l'association libre avec la psychanalyse, C'est ça, il s'agit de ça dans la phase de prescription. Et cette phase, elle coexiste toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on reçoit un patient, on se questionne évidemment sur le traitement le plus approprié selon son trouble. Et puis une phase de compréhension où on cherche à savoir ce qui permet à la psychothérapie d'être efficace. Et dans cette recherche de compréhension, on a deux processus. On a soit ce qu'on appelle les processus spécifiques, c'est-à-dire les techniques spécifiques à chaque thérapie qui permettent de conduire à l'évolution thérapeutique positive, ou les facteurs communs. C'est par exemple l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire
tout ce qui est commun à toutes les psychothérapies. La thérapie par la parole, le lien intersubjectif, etc. Je souhaitais vous parler d'une étude Princeps qui a été réalisée dans les années 80. Donc, c'est une vieille étude sur le traitement de la dépression qui a été financée par l'ANIM. Et en fait, dans cette recherche, ils ont assigné 250 patients déprimés dans trois groupes. Un premier groupe avec une thérapie cognitive et comportementale de 20 séances, un second groupe avec une thérapie interpersonnelle de 20 séances, un troisième groupe avec un traitement médicamenteux et une prise en charge clinique et une condition contrôle. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une réduction significative des symptômes dans les trois premières conditions, sans différence significative entre les conditions. Et fait assez intéressant, ils ont observé beaucoup de processus cognitifs comportementaux communs dans les deux thérapies. Et seuls les patients très déprimés ont bénéficié davantage du traitement médicamenteux que de la psychothérapie. D'accord ? Et en fait, le fait d'observer des processus cognitifs comportementaux communs, ça nous aiguille vers le fait qu'il y a des similarités dans les psychothérapies et que finalement, si je reprends l'expression de Irving Yalom, il y a de l'art dans la pratique thérapeutique et les thérapeutes n'appliquent jamais stricto sensus un protocole thérapeutique, mais ils vont ajuster leurs interventions aux spécificités du patient. Ils ne respectent jamais strictement le protocole de thérapie. Donc pour Yves de Rotten, qui est un chercheur qui travaille sur ces questions à l'Université de Lausanne, les théories cliniques sous-tendant les modèles psychothérapeutiques divergent, alors que les pratiques des psychothérapeutes présentent des similarités. L'accent se porte dès lors sur la compréhension de cette efficience et sur l'identification des facteurs communs aux thérapies, tels l'alliance thérapeutique ou certaines caractéristiques du thérapeute qui seraient prédictives de l'efficacité des thérapies. Alors, si on s'intéresse à l'efficacité des thérapies, c'est normal aussi de s'intéresser à finalement qu'est-ce qui contribue, qu'est-ce qui permet en fait de parvenir à la guérison. Et donc, si on s'intéresse à ces facteurs, on s'aperçoit que les ressources des patients, ça valide encore plus les recherches de Rebecca Chandland, mais les ressources des patients représenteraient à elles seules 40% de la réussite thérapeutique. Selon Duncan et Muller, le patient est le héros de la thérapie. Donc, il s'agit ici donc des ressources internes du patient, donc son optimisme, sa gratitude, sa flexibilité, sa capacité à percevoir le positif, ses ressources externes, les relations familiales et amicales soutenantes, parfois les hasards de la vie qui apportent son lot de consolation et de bonnes nouvelles comme un nouveau travail, tout ce qui concerne l'éducation à la santé, la méditation, le yoga, l'alimentation, le sommeil, le sport. Le rôle du thérapeute ici va être de remobiliser l'ensemble des ressources qui, en raison d'étiologies développementales, familiales et ou traumatiques, ne sont plus fonctionnelles. Donc cette conceptualisation, elle est très proche de ce que Rogers avait nommé le potentiel d'actualisation de soi. C'est-à-dire que finalement, le patient a le potentiel en lui de guérir et le thérapeute va l'aider à actualiser ce potentiel. On a de la musique maintenant, c'est bien. Donc l'Alliance participerait à 30% de l'évolution thérapeutique des patients, ce qui est non négligeable, ce qui est aussi un facteur très très important. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment attirer l'attention des praticiens et des chercheurs sur cette question. Et dans l'Alliance, c'est l'évolution favorable de l'Alliance par le patient qui est le meilleur indicateur du succès. Pourquoi ? Parce que les thérapeutes ont souvent une évaluation de l'Alliance beaucoup plus faible que les patients. D'accord ? Donc, on s'intéresse là à l'évaluation favorable de l'Alliance par le patient.
Ensuite, l'espoir et les attentes positives d'efficacité de la thérapie contribuent à 15% des résultats thérapeutiques. C'est l'espoir du côté du patient, mais aussi l'espoir et l'intention thérapeutique du thérapeute. J'aurais pas beaucoup le temps d'en parler. On est en train de mener une recherche sur cette question de l'intention thérapeutique du thérapeute, qui est absolument à développer pour que la psychothérapie puisse fonctionner. Hein. Si le thérapeute il pense à sa liste de courses pendant qu'il est avec son patient, ça ne pourra pas fonctionner. Et enfin, le modèle thérapeutique et les techniques utilisées participent évidemment à la thérapie, mais seulement à 15% du changement thérapeutique, y compris pour les thérapies validées empiriquement. Mais ce qui compte, finalement, c'est que le thérapeute maîtrise les techniques qu'il utilise et que les techniques soient bien expliquées au patient et que le patient adhère dans les techniques. D'accord ? Par exemple, dans le traitement de l'anxiété, on utilise beaucoup des exercices de respiration. Eh bien, il y a certains patients qui sont trop anxieux pour pouvoir les utiliser et il va falloir qu'on les adapte. Il va falloir que l'on ajuste avec ce patient, qu'on trouve d'autres moyens. D'accord ? C'est ça, en fait, l'art de la thérapie, c'est vraiment d'ajuster, de faire du sur-mesure pour que le patient puisse s'y retrouver dans les méthodes et dans les techniques qui sont utilisées par son praticien. Alors, si on vient à définir l'alliance thérapeutique, on voit que le concept a évolué au fil du temps pour passer d'une vision unidimensionnelle, essentiellement affective, c'est-à-dire qu'au départ, quand on a défini l'alliance, on s'est dit, finalement, c'est la relation affective du patient et de son thérapeute. En fait, Grinzon a apporté la question de l'alliance de travail. Il a eu l'intelligence de dire non, la relation affective ne suffit pas. Il y a une question de travail quand même dans la thérapie. Et puis ensuite, on est arrivé à des conceptions multidimensionnelles avec Bourdin, Gaston et Luborsky. Et finalement, c'est l'alliance thérapeutique de Bourdin que je vais vous présenter ici parce que c'est la définition la plus usuelle et la plus pertinente, c'est celle-ci qui est utilisée dans la recherche. Alors, elle est constituée de 3 dimensions. La première dimension, c'est donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le lien de confiance entre le patient et le thérapeute, qui se caractérise par une relation authentique, bienveillante et de confiance. La dimension 2, il s'agit de l'accord entre le patient et le thérapeute sur les buts, sur les objectifs de la thérapie. Patient et thérapeute vont se mettre d'accord sur ce qu'on va travailler au sein de la psychothérapie. Okay ? Ça veut dire qu'on a des patients parfois qui ont des addictions sévères. On ne va pas les travailler au départ. On va d'abord travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi et la sécurité du patient. D'accord ? Ça veut dire qu'on va en fait ajuster les buts selon l'évaluation que le bilan psychologique que l'on aura fait et selon aussi le retour du patient. Et il y a également besoin d'un accord sur les techniques que l'on va utiliser pour provoquer un changement. Donc l'alliance, du coup, vous voyez qu'elle n'est pas qu'affective. Donc si la thérapie se passe bien mais qu'on ne fait pas tout ça, il y aura rupture. Il s'agit d'un acte de collaboration entre le patient et le thérapeute dans lequel les objectifs et les tâches de la thérapie sont co-construits et ils sont évalués tout au long de la thérapie. D'accord ? C'est-à-dire que tout au long de la thérapie, le thérapeute va essayer d'avoir du feedback de son patient pour savoir si les choses évoluent et si la thérapie fonctionne ou pas. Et auquel cas, il faudra qu'il réajuste et qu'il propose d'autres choses. Alors, la relation affective, il s'agit d'une relation intersubjective. Donc, cette relation a un rôle crucial dans le processus de changement. Donc l'évolution du patient s'appuie également sur l'expérience vécue au sein de la psychothérapie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. En fait, cette relation positive entre le patient et le thérapeute, elle conduit aussi le patient à réparer, par exemple,
parfois le lien à l'autre qui a été altéré, et le patient va intégrer un autre qui va l'aider à entrer en métacognition, à différer des réponses impulsives, à réfléchir. Quand on est en thérapie, si certains ici y ont été, vous savez que on a le thérapeute qui est présent et on pense à lui régulièrement dans des situations dans lesquelles on est en difficulté. Voilà. Le pouvoir de guérison d'une relation empathique ne doit pas être sous-estimé. Une alliance de qualité participe à l'émergence d'une neuroception sécure qui va favoriser l'acquisition de conditionnements positifs via l'extinction des conditionnements négatifs. C'est pareil, donc les neurosciences ont montré que les individus dans des relations de bonne qualité ont des effets régulateurs sur le système neuronal impliqué dans les émotions négatives, comme par exemple la perception de la douleur. Quand ils sont dans des relations de bonne qualité, ils vont percevoir la douleur comme moins finalement difficile ou plus supportable. D'accord ? Ou on pourrait imaginer la même chose pour le froid. Alors, pour continuer à définir cette alliance thérapeutique, donc, je vous parlais tout à l'heure de la relation de collaboration entre le patient et son thérapeute. Elle consiste en une relation telle que thérapeute et patient s'engagent à prendre des responsabilités spécifiques au cours de la thérapie. La relation, elle est professionnelle et mise au service du travail thérapeutique commun. C'est-à-dire que le patient, lui, il est dans cette position de demande et le thérapeute, il est dans ce rôle de guérisseur, d'aidant, de soignant, de thérapeute. Et pour pouvoir rentrer dans cette relation de collaboration et la différencier d'une conversation usuelle entre deux amis, entre soi-même et son coiffeur, etc., ça nécessite des compétences professionnelles du psychothérapeute. Un thérapeute, il va posséder un ensemble d'habilités conceptuelles, d'intervention, des compétences relationnelles, d'évaluation, de jugement clinique, de prise de décision, d'éthique, qui permettent donc de distinguer le travail de thérapie de la conversation entre deux personnes. Et ça, c'est fondamental, hein, c'est ce que vous apprenez depuis 2 ans, depuis cette année. Okay. Donc le thérapeute, c'est quelqu'un qui est capable d'explorer les émotions, les cognitions et les comportements de son patient. Il est capable de repérer les tentatives d'évitement des pensées, des affects pénibles. Il identifie les thèmes et les schèmes récurrents qui viennent de son patient, s'il y a des schémas d'abandon. Il met en lumière les similitudes entre les caractéristiques des relations interpersonnelles, donc les caractéristiques des relations du patient avec les autres dans la vie courante, et celles qui émanent de la relation thérapeutique. D'accord ? Il va pouvoir faire des liens entre ce que le thérapeute ressent de la relation dans la thérapie et ce qu'il sait des difficultés du patient dans la vie courante à être en relation avec les autres. Il explore les traumatismes ou les blocages psychiques, narcissiques ou autres. Il dialogue autour des expériences du passé développemental. Il propose différentes techniques telles l'exposition, le contrôle respiratoire, le carnet de bord, etc., etc. Toutes les techniques là que vous avez appris et que vous apprendrez. Alors, l'alliance, ce n'est pas un phénomène stable. Elle va connaître au cours de la thérapie des aléas, des baisses et des ruptures. Il s'agit d'un processus normal, puisqu'il va y avoir, en fait, pour que le patient puisse changer, il va y avoir des moments où il va y avoir des tensions, des désaccords. Il peut y avoir des tensions dans le lien émotionnel. Le patient qui interprète, par exemple, mal le fait que le thérapeute ait regardé sa montre, voilà, pour citer un exemple courant. Ça peut être des désaccords sur les objectifs du traitement où finalement le patient a l'impression que le thérapeute ne s'intéresse pas au bon problème. Ça peut être un manque de collaboration sur les tâches du traitement. Un thérapeute qui pourrait proposer, par exemple, de faire des exercices de méditation de pleine conscience et le patient n'y arrive pas. Donc,
et puis également dans les interprétations. Hein. Souvent, quand le thérapeute propose une interprétation à son patient, eh bien, ça peut conduire à des ruptures parce que le patient n'est pas prêt à l'entendre. Hein. Les patients, ils nous racontent des choses. Nous, ça nous paraît évident que c'est telle interprétation, et puis finalement, quand on la nomme au patient, il n'est pas tout à fait prêt à l'entendre, et il peut du coup se fâcher, se vexer, ou se retirer du processus, se désengager de la thérapie. Donc, l'habilité du thérapeute, ça va être si on donnait une image, une métaphore, on pourrait dire que thérapeute et patient sont comme les funambules sur un fil, et il va falloir du coup que le thérapeute fasse en sorte que le patient reste sur ce fil pour le conduire de l'autre côté. D'accord ? Et donc, c'est un chemin, et ces aléas de la thérapie, ces aléas de l'alliance font partie du processus. Et s'il n'y a pas donc c'est pas des ruptures de thérapie. Là vous voyez en fait un schéma où vous voyez en fait le niveau d'alliance du patient et le niveau d'alliance du thérapeute, et vous voyez finalement donc et vous voyez en fait ces niveaux d'alliance baisser. Hein, donc, on peut imaginer que là, par exemple, quand il y a eu une baisse d'alliance, il s'est passé quelque chose, et ensuite, le niveau d'alliance est remonté. Et lorsqu'il y a ces mouvements d'alliance, souvent, c'est là qu'il y a justement évolution du patient. D'accord ? Mais pour qu'il y ait évolution, il ne faut pas qu'il y ait rupture. Donc, on navigue sur un fil. Il faut réussir à ramener le patient et soutenir la réparation des ruptures. Dans cet ouvrage, on s'intéresse aussi aux facteurs du patient qui contribuent à établir une alliance de qualité. En fait, ceux qui ont déjà eu des patients, vous savez que très rapidement, on arrive à savoir si ça va être facile ou si ça va être plus compliqué. D'accord ? Et on a des patients pour qui ça va être facile. Et c'est ce que je vais vous décrire tout de suite. Ce sont des patients qui ont de l'espoir, qui ont envie, qui sont engagés et impliqués. Ce sont des patients qui vont former une alliance de qualité parce que ils viennent à toutes les séances, ils sont impliqués quand vous leur proposez quelque chose, ils adhèrent, ils ont des capacités d'insight, de réflexivité, de métacognition, ils vont être capables de faire des liens, ils ont des compétences assertives. Alors, vous savez, les compétences assertives, c'est tout un tas de compétences que vous devez apprendre dans votre DU qui nous permettent d'être dans des liens avec les autres, des liens constructifs. Donc, parmi ces compétences, il s'agit par exemple de savoir pouvoir dire merci, de pouvoir, quand quelque chose n'a pas été, de pouvoir le dire. Et ça, c'est des compétences que tout le monde n'a pas. Hein. Tout le monde n'est pas égaux face à ces compétences assertives. Et il y a des personnes qui sont nées dans des familles où on ne parlait pas beaucoup et où on n'a pas appris finalement à acquérir ces compétences-là. Et plus le patient a des compétences assertives, plus il va parvenir à exprimer son vécu de la psychothérapie, il va oser exprimer quand il y a quelque chose qui n'est pas allé et il va aider son thérapeute à se réajuster. D'accord ? Donc, c'est un patient qui va être capable de dire au thérapeute la dernière séance a été très compliquée pour moi, j'aimerais qu'on puisse y revenir. Ça peut être un patient qui va vous dire j'ai des doutes, j'ai très peur qu'il y ait une relation de dépendance qui s'installe. Qu'en pensez-vous ? Ça va être un thérapeute qui va dire, un patient qui va oser dire que les séances sont trop rapprochées, que c'est un peu trop compliqué. Vous voyez, ça va être un patient qui va pouvoir collaborer et participer à la création du cadre de la thérapie.
Et il va surtout permettre aux thérapeutes de se réajuster. Et ça, c'est fondamental et c'est précieux, puisque parfois, en tant que thérapeute, on demande du feedback et on n'a pas de retour. Hein. Ça arrive. Donc ça, c'est quand ça nous arrive, c'est plus compliqué et on doit développer, acquérir des compétences à lire à travers le non-verbal pour essayer de percevoir quand un patient décroche et se met un peu en position de retrait. Et puis, ce sont aussi des patients qui ont un style d'attachement sécure, puisque, en fait, pour créer une alliance de qualité, eh bien, il faut aussi être en capacité d'être dans des relations de qualité avec les autres. Et il y a des personnes qui ont un attachement sécure à l'autre, c'est-à-dire que la relation à l'autre ne les angoisse pas, et donc ils vont être en capacité d'établir également des liens agréables de confiance avec leur thérapeute. Pour la majorité ou pour beaucoup de nos patients, c'est pas tout à fait ça. Ils ont des attachements plus insécures et donc la relation au thérapeute va être plus angoissante, plus inquiétante. Donc ça peut être de la méfiance, ça peut être des mouvements de paranoïa, ça peut être un retrait ou un éloignement, un patient qui serait très distant. Et donc, dans ces situations-là, pour le thérapeute, c'est plus difficile. Mais c'est évidemment notre rôle en tant que thérapeute d'engager l'alliance avec des patients pour qui c'est plus compliqué. Quand les patients sont plus vulnérables, le thérapeute a une possibilité, c'est d'engager les patients en s'appuyant sur la détresse émotionnelle des patients. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur le désespoir, sur la souffrance émotionnelle pour qu'elle puisse devenir moteur de leur implication et que du coup les patients puissent retrouver l'espoir de pouvoir guérir et pouvoir remobiliser leurs ressources internes et externes. Ok ? Et ça, cette faculté-là, il y a des études qui montrent que tous les thérapeutes ne l'ont pas. Il y a des thérapeutes, il y aurait également des thérapeutes qui sont plus compétents que d'autres pour justement s'ajuster à leurs patients. D'accord ? Alors, donc on a défini les compétences des psychothérapeutes et un psychothérapeute efficace, c'est un psychothérapeute déjà qui a une aisance verbale et qui est capable de communiquer clairement à son patient. En fait, on fait beaucoup de psychoéducation en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on explique aussi, on explique ce que l'on fait, on reformule, et ça nécessite en fait des capacités de communication. On a une capacité également empathique. J'ai malheureusement pas le temps de développer en profondeur tout ça. Vous avez déjà, on en entend beaucoup parler, mais cette capacité empathique, c'est vraiment cette capacité à s'identifier de façon provisoire à son patient pour pouvoir comprendre ce qu'il ressent, pour pouvoir l'accompagner au mieux. Une présence thérapeutique qui se rapproche du flow, ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire que le thérapeute, Antoine Bieuil dit même qu'il y a presque un état un peu de conscience modifiée. C'est-à-dire qu'on est entièrement disponible et toute notre attention est tournée vers notre patient. Si on pense à notre liste de courses ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui est pas connecté. Et c'est pas toujours évident, hein. Si on n'y arrive pas, c'est que parfois avec certains patients c'est difficile parce que ils n'amènent pas grand-chose ou parce qu'ils sont en retrait et effectivement cette présence thérapeutique, elle n'est pas que liée à nous. Avec certains patients, elle est plus difficile à avoir. Mais voilà, on peut il y a des thérapeutes qui arrivent à l'atteindre même avec des patients pour qui c'est plus difficile.
Il y a également une habilité dans l'usage des techniques thérapeutiques. On l'a vu tout à l'heure, il y a tout un ensemble de techniques à posséder pour pouvoir bien travailler. Il s'agit de faire une anamnèse, un bilan psychologique, pouvoir faire des interprétations sur les troubles. Le thérapeute fournit des réponses sensibles et ajustées au plus près de l'expérience subjective du patient. Et une étudiante m'avait fait renoter un jour et des réponses corporelles. Oui, des réponses ajustées, donc orales, mais aussi corporelles. C'est-à-dire que corporellement, eh bien, on va parfois se rapprocher du patient, faire des gestes de bras. On va pouvoir s'ajuster aussi à notre patient. Il est honnête et congruent, et notamment dans les soins qu'il peut prodiguer. Il éprouve de la compassion pour l'histoire de son patient. Il y a un très beau livre de Christophe André sur la compassion où il nous dit qu'on n'est pas formé, en fait, les thérapeutes, pour éprouver de la compassion et que en fait, dans certaines consultations, quand des patients ont été confrontés à des épreuves de vie comme la mort, eh bien, en fait, les patients vont attendre de nous, et la réponse la plus ajustée, ça va être la réponse compassionnelle, en fait. Et c'est pas une réponse qu'on apprend dans les livres, mais c'est une réponse qui est importante. Voilà, le thérapeute, il éprouve de la gratitude, il console. On est parfois dans la consolation, dans l'humour. Alors pareil, attention, il y a certains patients qui pourraient se vexer ou se blesser, mais ça aide beaucoup à dédramatiser des situations, des tensions. Il transmet de l'espoir, une intention de guérison à son patient qui va influer sur le processus. C'est fondamental. Les patients, eux, quand ils viennent nous voir, ils y croient plus. Ça fait souvent longtemps qu'ils sont souffrants, et ils ont parfois consulté plusieurs thérapeutes avant de vous voir. Ils n'ont plus d'espoir, et effectivement, ils vont pouvoir aussi s'identifier à votre espoir, mais pour ça, il va falloir que vous aussi, vous puissiez l'entretenir et le développer. Il ressent donc de l'intérêt pour son patient, et il est calme. Alors ce calme aussi, ça avait été, comment dire, c'était ressorti dans une recherche où on avait étudié, en fait, les qualités des thérapeutes dans la prise en charge des patients traumatisés. Et ce qui était ressorti des entretiens qualitatifs avec les patients, dans les verbatims, c'est que les patients appréciaient le calme du thérapeute et le fait que le thérapeute ne surréagit pas devant le récit de son patient. Le thérapeute reste, comment dire, accueille cela sereinement, contrairement à du coup l'entourage qui a pu surréagir à des annonces de diagnostic ou à des récits traumatiques. Si on s'intéresse et qu'on focus sur la responsiveness des thérapeutes, la responsiveness, ça veut dire l'ajustement. C'est qu'on a des thérapeutes qui vont s'ajuster, bon, j'en parle vraiment depuis tout à l'heure, mais à la singularité de chaque patient. Et ces thérapeutes, en fait, qui arrivent à réorienter leur stratégie relationnelle, les buts ou les techniques, vont avoir, en fait, de meilleurs résultats thérapeutiques. Donc c'est vraiment l'idée à la fois d'être sérieux dans sa pratique, et évidemment d'être formé à un modèle thérapeutique, mais de s'ajuster à la personnalité, au niveau défensif, à la culture du patient, aux aléas de la psychothérapie. Et c'est fondamental, cet ajustement. Je vous donne quelques petites vignettes cliniques pour illustrer mon propos. Par exemple, avec un patient qui présenterait un style d'attachement insécure, et pas sécure, les thérapeutes ajustés vont proposer soutien, réconfort, approbation. Ils vont essayer de maintenir le contact visuel. Ils utilisent sourire et les hochements de tête pour venir, en fait, sécuriser le patient.
À l'inverse, avec des patients qui rejetteraient la thérapie et qui seraient distants, les thérapeutes, dans ces cas-là, restent à distance et respectent aussi la distance que pose le patient. Avec les patients déprimés, les cliniciens pourraient donc faciliter l'engagement dans la thérapie et éviter de réagir négativement lorsque les patients sont démotivés, pessimistes, râleurs. Pas facile. Dans le traitement des troubles de la personnalité borderline, les thérapeutes valident l'expérience émotionnelle des patients et plus tardivement proposent des interprétations et relient par exemple les fréquentes ruptures amoureuses de leurs patients à la peur de l'abandon. Et dans le trouble du stress post-traumatique, les cliniciens évitent en premier lieu le contact avec les émotions douloureuses et proposent à leurs patients de parler des récits traumatiques de la façon qui les sécurise. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce que ça peut être finalement cet ajustement et finalement, il n'y a pas une psychothérapie qui se ressemble. Et même quand je parle de patients déprimés, ça veut rien dire puisqu'il n'y a pas la dépression de Monsieur Y ne sera pas la même que celle de Madame X. Donc, dans la seconde partie de l'ouvrage, sur les applications thérapeutiques, nous avons souhaité en fait illustrer la singularité de l'alliance thérapeutique selon les spécificités des patients. Donc, le thérapeute n'entre pas en relation de la même façon lors d'une thérapie mère-bébé, avec l'adolescent, avec la personne âgée, avec le couple, avec le patient d'une autre culture, selon également les troubles des patients, dépressifs, anxieux, borderline, pour n'en citer que quelques-uns. Donc ça, vous trouverez ça dans la partie sur les applications thérapeutiques. Selon les contextes de soins, le thérapeute ne travaille pas de la même façon s'il est en psychothérapie libérale ou à distance, à l'hôpital, en centre médico-psychologique, en libéral. Tout ça nécessite en fait, par exemple, à l'hôpital, on a ce qu'on appelle des alliances multidimensionnelles et l'alliance que le patient va créer avec le médecin et l'infirmier va compter aussi dans l'alliance que le patient crée avec le psychologue. Et on a parfois des alliances qui peuvent se rompre parce que il y a eu un problème, par exemple, dans l'alliance avec le médecin. Donc tout ça, en fait, c'est un travail, c'est un travail à plusieurs et du coup, la façon dont on va construire l'alliance et dont on va la réfléchir et la réajuster, elle dépend de ce contexte. Et pareil, selon les thérapies, quid de l'alliance dans les TCC, dans la thérapie familiale, la psychanalyse, le MDR, le bilan psychologique, médiation animale, etc., etc. À chaque fois, comme l'alliance, c'est la collaboration sur les objectifs et les techniques, évidemment, dans une thérapie TCCiste, l'alliance sera un peu différente que dans une thérapie familiale, que dans la psychanalyse, que dans le bilan psychologique. Donc voilà, il y a des illustrations, des vignettes cliniques en fait dans cette seconde partie. Voilà, je pense que ça fait du coup, j'ai terminé, je ferai la conclusion après, je pense que ça va être le temps de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui. Alors en fait... oui, c'est une question. En fait, il va s'appuyer sur la détresse émotionnelle. Il va venir. En fait, les patients. Alors, je vais reprendre. Voilà. En fait, les patients qui sont dans une détresse émotionnelle, souvent, en fait, ils sont, ça peut paraître étonnant, mais ils sont dans un refus de cette émotion. D'accord ? Et en fait, le thérapeute va venir en fait valider l'expérience émotionnelle du patient. On a une thérapie qui s'appelle la thérapie dialectique interpersonnelle de Linehan qui travaille avec les patients borderline où dans cette thérapie en fait au départ en fait l'idée c'est vraiment de s'allier et
de faire reconnaître aux patients les émotions négatives et la souffrance émotionnelle du patient. De venir en fait accueillir cette souffrance émotionnelle, la contenir et montrer au patient qu'elle est tout à fait légitime. Vous voyez, en fait, finalement, vous savez, les patients qui ressentent des émotions négatives, souvent, ils sont dans un rejet de ces émotions, parce que c'est absolument insupportable de ressentir de l'angoisse, de ressentir des émotions négatives. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on va faire avec ces patients-là, on va justement valider cette expérience émotionnelle négative pour que le patient puisse déjà écouter et entendre sa souffrance. Et souvent, c'est des choses qui n'ont pas été faites avant parce que c'est souvent des patients qui ont des symptômes qui peuvent être des troubles du comportement qui peuvent être plus visibles. Et donc, tout le monde s'attache aux troubles du comportement et pas forcément à l'expérience émotionnelle du patient. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Oui. Merci pour votre présentation. Je trouvais ça intéressant, toutes les nuances autour de l'alliance thérapeutique, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé très souvent, mais qui n'est pas peut-être autant détaillé et précisé dans nos formations. Moi, la réflexion qui me vient, c'est que, comme en France, on sait qu'il y a des guerres de chapelle entre plusieurs approches psychothérapeutiques, on met souvent en avant l'effet dodo, l'importance de l'alliance et de la relation, mais c'est plus une réflexion personnelle, mais je me dis aussi qu'on oublie quand même l'importance du modèle théorique, de sa validité, en fait, au-delà même de l'efficacité des psychothérapies, parce que même pour l'alliance, c'est bien aussi de connaître d'un point de vue théorique quels sont les facteurs qui la favorisent, et c'est ce que vous avez fait dans votre présentation. Mais peut-être aussi, je me dis qu'il faut pouvoir dire que toute approche qui ne se rapproche pas de ces préconisations, potentiellement, ne sert pas l'alliance thérapeutique, et encore moins donc la réussite de la thérapie. Oui, vous avez raison. En fait, voilà, c'est un exposé de 45 minutes, donc on ne peut pas tout présenter, mais effectivement, dans le modèle contextuel de One-Paul, il précise bien que, dans les thérapies qui ont en fait un cadre de travail sont les thérapies qui permettent justement de rentrer dans cette collaboration avec le patient sur les objectifs et les techniques. Et effectivement, il faut aussi, parce que les techniques, ça fait partie en fait du travail. Donc si on n'a pas de technique, on ne peut plus être thérapeute. D'accord ? Et donc, c'est absolument nécessaire et important que la recherche sur les modèles thérapeutiques continue aussi d'évoluer, de proposer des choses. Il faut absolument que ça évolue puisque les recherches, également en neurosciences, etc., évoluent aujourd'hui. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai été formée, on ne savait rien du trauma. On n'était qu'à la deuxième vague de TCC. Ça a énormément évolué et c'est absolument formidable. Je pense qu'on a énormément progressé sur le trauma et on soigne beaucoup mieux que ce qu'on soignait les patients. Après, il faut absolument que ça continue et qu'on ait des thérapeutes qui soient formés. D'accord ? Et ça, j'espère que dans mon propos, c'est vraiment clair que effectivement, il ne s'agit pas du tout de créer juste une bonne alliance affective avec son patient, mais que on va se poser sur des objectifs. Donc, les objectifs, ça peut être les symptômes et aussi l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité d'être dans des relations aux autres, dans des bonnes relations aux autres. Redévelopper, travailler sur les biais, les schémas négatifs des patients, etc. Et tout ça, ça nécessite des techniques et effectivement, c'est important que de l'autre côté, les modèles thérapeutiques, donc ce qu'on appelle les facteurs spécifiques, continuent de progresser et d'évoluer. Oui, j'allais totalement dans votre sens. C'était pas une remarque sur la présentation, je voulais plus savoir votre avis en fait. Oui. Mais oui, j'imagine qu'on peut pas tout dire en 30 minutes. Merci. Merci à vous. Merci pour votre présentation. À vous écouter, il y a quelque chose qui m'a paru, qui revenait. Donc j'ai un peu fait des calculs.
Je vous ai entendu dire le mot patient à peu près 130 fois dans les 45 minutes de présentation. Et je me demandais s'il y avait des études qui avaient été faites sur justement le biais que ça pouvait peut-être induire de voir la personne comme un ou une patiente dans la relation thérapeutique et dans l'efficacité de la thérapie. Par rapport à d'autres qui pourraient dire client ou personne accompagnée, etc. Ouais. Est-ce que ça vient pas mettre une posture, vu que le langage crée le réel? Est-ce qu'on n'inscrit pas la personne en tant que personne qui souffre et la maintenir dans la souffrance que de l'appeler comme un patient? Ouais. Alors c'est vrai que c'est une tradition en France d'appeler les patients patients. Dans les ouvrages, il y a eu d'ailleurs nos collègues du Québec, ils mettent client. Donc je crois qu'on a vraiment eu des discussions avec eux et je sais plus ce qu'on a fait. En fait, si on a transformé en patient ou si on a laissé client. Effectivement, vous avez raison. Cette dimension de collaboration, elle serait plus présente dans le terme de client. Mais c'est vrai que c'est une vraie tradition française. Après, moi, ça me dérange pas dans la mesure, je vais contrebalancer votre propos. Donc, on a beaucoup parlé de la relation intersubjective. Et en fait, pour que cette relation intersubjective puisse se mettre en place, il faut, pour moi, que les thérapeutes aient lui-même été initiés dans cette question du changement et qu'il ait lui-même été patient. D'accord ? Et à cette condition, il n'y a pas de question de un plus fort que l'autre, mais de toute façon, on a des rôles, quoi qu'il arrive, qui sont définis. On a deux positions différentes, puisqu'il y en a un qui est en position de patient et l'autre qui est en position de thérapeute. Mais je sais plus qui dit ça, mais qui dit que si jamais le thérapeute n'est plus dans un chemin d'évolution, eh bien, il ne peut plus soigner. C'est-à-dire que, et ça, c'est vrai, moi, en tant que maître de conférence, je continue d'exercer. Et en fait, je pense que c'est important cette question de finalement, les patients nous apprennent aussi beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, même si on est là pour les aider dans la résolution et de leurs difficultés, ce sont pas des relations à sens unique et ce sont des relations où nous-mêmes on en apprend des choses, soit dans nos modèles de traitement et ça servira à d'autres, soit pour nous-mêmes aussi parfois. Et voilà, il y a cette question du chemin de guérison. Et du fait que je pense pas qu'on puisse être thérapeute si nous-mêmes on n'est pas dans cette démarche de progression. Alors juste, je vais terminer, je vais faire la petite conclusion. Donc, l'Alliance thérapeutique propose un nouveau paradigme des facteurs communs. Une alliance thérapeutique de qualité augmente l'engagement du patient dans la thérapie, ses espoirs de guérison et assure un espace de sécurité pour accompagner les tensions émotionnelles et les angoisses liées au changement chez le patient. Voilà, et j'espère que vous apprécierez cet ouvrage ou que, en tout cas, ça vous donnera envie de le lire. Et je vous remercie pour votre attention.